8h, 9h, Dimitri Pavlenko. Allez, au bleu, la patrie reconnaissante. Tête haute, messieurs les joueurs. Cette équipe de France mérite sa part de légende pour ce match incroyable hier face à une Argentine qui était transcendée par l'enjeu. Revenu d'entre les morts à la 80e minute, les Bleus nous ont quand même offert 10 croires à cette troisième étoile. Et on y a cru pendant une demi-heure jusqu'à cette cruelle séance des tirs au but. Je vous refais pas le film, vous l'avez tous en tête. Alors quel bilan de ce mondial pour les Bleus, pour la FIFA, pour le Qatar? Grand débrief jusqu'à 9h dans le club de la presse Europe 1. Bonjour Lionel Rosso. Bonjour Dimitri. Aux commandes d'Europe 1 Sport, vendredi, samedi, dimanche, lundi, 20h, 23h. Quel mondial? On va en parler avec vous dans un instant. David Revaud-Dallon du journal du dimanche est avec nous aussi. Bonjour David. Bonjour Dimitri. Journaliste politique, mais dont on a découvert la semaine dernière qu'il était aussi un grand passionné de foot. Tiens, je commence avec vous David. Les Bleus tête basse hier sur le podium du stade de Lusail à Doha. C'est un peu aussi une des images de cet après-match. On voyait, ils n'arrivent même pas à regarder la remise du trophée aux Argentins. Pourtant, on est tous en France pratiquement là, assez fiers quand même de leur prestation. Jusqu'à la 80e minute, c'était pas le cas, mais la dernière demi-heure quand même sauve le panache. C'est la formule classique, plus dure sera la chute. Ils sont revenus d'outre-tombe ces Bleus pendant ce match, à partir de cette fameuse 80e minute. D'ailleurs, Didier Deschamps l'a dit, il a dit quand on revient de nulle part, c'est encore plus dur. Et s'ils avaient pris ce troisième but que même le sélectionneur reconnaît qu'ils méritaient de prendre au vu de leur prestation dans cette grosse première heure de jeu, eh bien, évidemment, rien n'aurait été pareil. Mais c'est cette dramaturgie, c'est ces coups de théâtre incroyables, cette course-poursuite avec en principal protagoniste côté français Mbappé qui a fait l'intérêt, la beauté de cette finale. Et on sait très bien, depuis l'équipe des losers magnifiques des années 80 et du fameux carré magique, que le proverbe « seule la victoire est belle » en réalité ne se vérifie pas et qu'une belle défaite peut être magnifique. Et pour paraphraser l'autre, la lumière est venue de Kylian Mbappé et du banc français quand même, parce que c'est Kingsley Coman qui, à la 80e minute, vole une balle à Lionel Messi, la remet en jeu. Et ensuite, il y a cet exploit, ce but magnifique de Kylian Mbappé, Lionel Rosso. Bien sûr, Kylian Mbappé d'abord. On peut parler des jeunes, des suppléants, des remplaçants de Kolo Muani aussi, qui a eu, rappelez-vous, à la 121e minute, le but du titre de champion du monde au bout du pied. Mais il y a eu un arrêt extraordinaire de gardien de handball, argentin. Mais vous savez, c'est une technique qui est de plus en plus adaptée et utilisée par les gardiens de foot. C'est Neuer, le gardien allemand, le grand gardien allemand, qui avait mis au point cette tactique-là en s'inspirant des gardiens de handball pour éviter justement que le ballon ne passe sur ce genre de situation entre les jambes du gardien. Et donc ça a été appliqué et pour le coup, on l'a vu hier malheureusement, cela marche très bien, cela fonctionne très bien. Mbappé, en effet, c'est le facteur X. C'est-à-dire que, comme il le fait d'ailleurs avec le Paris Saint-Germain, comme c'est un individualiste qui joue dans un sport collectif, il décide de prendre les choses en main. Alors parfois au détriment du collectif. Hier c'était pour le bien du collectif et pour l'intérêt de cette finale qu'il a totalement relancée avec d'abord, il faut avoir un sacré sang-froid pour transformer le pénalty dans une finale de Coupe du Monde quand on a 24 ans et que ça peut relancer complètement votre équipe. Et ensuite, ce but stratosphérique, cette reprise qui a été chronométrée à près de 130 km/h, ce qui veut dire que c'est le but le plus rapide en puissance, en puissance de tir de la Coupe du Monde. Il fallait pas la prendre dans le nez. C'est un record encore qui ne sert à rien et malheureusement on ne sera pas champion du monde pour ça. Vous avez dit combien Lionel? 130 km/h? Plus de 130 km/h, Et quand on voit la photo, la position dans laquelle il se trouve, totalement excentré, c'est assez étonnant. Et puis il y a ce dénouement quand même, les tirs au but, c'est la deuxième finale de Coupe du Monde, après celle de 2006, que les Français perdent au tir au but. Ça c'est pour la dramaturgie, c'est pour l'histoire, pour le côté romanesque. On se souviendra, Renaud faisait allusion tout à l'heure à Séville 82, j'imagine, quand on parle du carré magique, de cette demi-finale que les plus jeunes qui nous écoutent n'ont peut-être pas connu. C'était qui le carré magique? Alors il y avait Platini, Giresse, Fernandez et Gengini, et puis Tigana, bien sûr. Voilà, le carré magique, il y avait 5 joueurs dans le carré magique d'Hidalgo, il a un peu oscillé. Mais ce qui était intéressant, c'était cette séance de tir au but. Moi, je l'ai vécu en tant qu'adolescent, j'en ai encore un souvenir vivace. C'était une défaite, mais ça reste l'un des plus grands souvenirs de football de ma vie. Et je pense que cette finale hier, pour beaucoup, ça sera ça sera une défaite, mais ça sera l'un des plus grands souvenirs. Il a 24 ans de football de la vie. Oui, alors Mbappé, effectivement, finalement, alors, quelques joueurs ont fait des bonnes prestations. Il y a eu un arrêt formidable d'Hugo Lloris, mais on a remarqué que quand même la majorité des joueurs étaient un petit peu en dessous et que lui porte totalement à lui tout seul cette finale. Et puis sur le coaching, il est aussi à double tranchant. Excellent coaching, bien sûr, dans le cours du jeu.
de Didier Deschamps, puisque tous ses remplaçants, ou presque, ont eu un impact décisif sur, vous le disiez, Kingsley Coman, il y en a eu d'autres. Thuram, Colomani, bien sûr, qui rate effectivement ce but incroyable à toute dernière minute. Mais ce coaching, il se retourne aussi contre nous dans la séance des tirs au but, puisqu'on a vu que les bons tireurs, les tireurs expérimentés, les Varane, ça a été dit, les Griezmann, les Giroud, n'étaient plus là, et que je suis certain qu'une forme d'inexpérience, de manque de résistance à la pression leur a coûté beaucoup. Et puis, il y a quand même un grand mystère. Il faudra que les spécialistes comme Lionel Rosso et les autres nous expliquent dans les prochains jours ce qui s'est passé pendant ces 80 premières minutes. Alors, il y a la fatigue, il y a effectivement les problèmes de coaching, il y a eu les blessures, les maladies, etc. Mais on a vu quand même une équipe de France totalement... C'est même pas dominé sur le plan tactique, physique par les Argentins, mais c'est une équipe de France qui ne jouait quasiment pas et qui faisait des erreurs manifestes très étonnantes. Quand on a pratiqué des sports collectifs, c'est ce genre de trucs, des fois, ça se met en place et on ne sait pas pourquoi ça fonctionne pas, alors qu'on a beau le vouloir. Voilà, c'est aussi comme ça. L'alchimie, la fameuse alchimie. Bon, un peu de politique quand même, parce qu'il y avait de la politique. Qui a-t-on vu débarquer, évidemment, sur la pelouse à l'issue du match, consoler comme ça Kylian Mbappé, comme si c'était son fils, Emmanuel Macron, et puis ce laïus dans le vestiaire adressé à celles et ceux. Alors bon, il n'y avait que des hommes en l'occurrence dans le vestiaire. C'est quand même étonnant ça, David Revaud-Dallon. Emmanuel Macron, il s'est beaucoup attaché évidemment aux destinées de l'équipe de France, surtout au fur et à mesure que celle-ci montait en puissance dans la compétition. Il s'était déjà rendu au Qatar mercredi pour la demi-finale. Il avait fait un laïus qui avait, je crois, pas été forcément très apprécié par les joueurs parce qu'il n'avait pas forcément su trouver les bons mots. Là, effectivement, je crois qu'il y a deux choses. Il y a le fait que Emmanuel Macron est un vrai supporter de football, il aime cette équipe, il aime certains joueurs, il est assez proche. On a cru qu'il allait rentrer en cours de match. De Mbappé, de Giroud, etc. Mais effectivement, il a aussi senti que politiquement, ça pouvait avoir un intérêt de s'attacher, de se montrer un petit peu avec les joueurs dans cette phase aussi glorieuse. Mais il faut quand même savoir, et nous l'avons écrit dans un article du JDD hier, qu'aucun président n'a jamais bénéficié sur le plan politique de façon durable d'une victoire ou d'un très bon parcours dans une grande compétition. Et vous dites ça avec 40 ans d'études IFOP à l'appui. 40 ans d'études IFOP à l'appui. La seule exception qui confirme la règle, mais est-ce qu'il s'agit vraiment du football? On ne sait pas, parce que c'était une situation très particulière. C'est bien sûr Jacques Chirac, 1998, qui prend 18% dans la période entre mai et août. Mais il y avait le football, mais il y avait aussi le fait que c'était une compétition et que ça se joue en France, qui avait lieu en France, que c'était la première victoire des Bleus, et sur le plan politique, c'était une cohabitation, parce qu'on remarque que Lionel Jospin n'a pas du tout bénéficié du même ascenseur sondagier que Chirac à l'époque. Lionel Rosso, il nous reste 5 minutes. Le bilan de ce mondial, les tops, les flops. Alors sur un plan footballistique d'abord, qu'est-ce que vous retenez? Les flops, commençons par ça. Les flops, ce sont les grandes équipes qui étaient attendues, qui se sont fait éliminer, comme l'Espagne, comme l'Allemagne, que l'on aurait dû voir à un plus haut niveau. Et ça, ce sont vraiment des échecs. L'équipe de France, le Brésil aussi, bien sûr, il y en a d'autres. Le Danemark. Alors oui, en effet, peut-être à un degré moindre, peut-être aussi le Portugal. Les flops, ce sont les équipes qui se sont mal préparées ou qui ont eu un excès de confiance et qui ne se sont pas qualifiées. Les tops, il y en a beaucoup plus. C'est-à-dire que aujourd'hui, je peux poser une question, et c'est peut-être une question que l'on évoquera dans l'émission ce soir à 20h dans Europe 1 Sport. Faut-il toujours boycotter la Coupe du Monde au Qatar? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des raisons est-ce qu'aujourd'hui on a des raisons d'expliquer le boycott, les tentatives de boycott? Vous me devancez, parce que c'était l'action que je voulais vous poser. On voit qu'il y a eu plus de 20 millions de Français qui ont regardé France-Maroc mercredi. On aura les audiences de la finale à 9h, et ce sera justement avec Thomas Hill dans un instant dans Culture Média sur Europe 1. Donc on voit que ça passe assez moyennement pris. Et puis il y a cette question du mondial en hiver, Lionel Rosso. Finalement, c'est pas si mal. Exactement, c'est pas plus mal. Déjà sur l'organisation, il faut reconnaître, alors c'est la FIFA qui organise, mais c'est le Qatar qui accueille. Tout s'est très bien passé, aucun incident, les pelouses étaient belles. Footballistiquement parlant, des matchs de grande qualité. Franchement, alors qu'on disait ils vont arriver tous très fatigués. Évidemment. Après 3 mois, ils sont arrivés très fatigués, et les Français l'ont démontré hier. Ils étaient cuits, les Français. C'est pour aussi mais le pour cela. sont-ils plus début juillet aussi, Lionel Rosso? Alors ils sont en fin de saison. Là, c'est un rythme qui est complètement différent, parce que on leur demande d'interrompre leur saison. C'est-à-dire que là, les championnats se sont arrêtés pour jouer la Coupe du Monde, et ils vont reprendre le championnat. Vous imaginez la tête de Neymar, de Mbappé, de Messi quand ils vont se retrouver au mois de janvier au camp des Loges pour le retour à l'entraînement du Paris Saint-Germain. C'est pas le même rapport, c'est pas le même logiciel. En fait, on verra physique peut-être à la fin de la saison bien sûr. Mais l'hiver, c'est très bien, en tout cas, pour que les gens puissent regarder. Ça fait des grosses audiences, parce que les gens ne sont pas dehors. Ça, c'est intéressant. Et autre coup de cœur, j'en termine, parce que je ne voudrais surtout pas qu'on ne les cite pas, mais c'est le Maroc.
Oui. Les Lions de l'Atlas, c'est le coup de cœur de la Coupe du Monde. Et les Japonais aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé les Japonais. Mais attendez, Dimitri, demi-finaliste de la Coupe du Monde pour le Maroc. Oui, vous avez raison. C'est extraordinaire. Inattendu. C'est sans commune mesure. Vraiment, il faut se rendre compte de l'exploit qu'ils ont réalisé qui est extraordinaire. Bon, David, j'ai pas le temps de vous faire vos tops et vos flops, mais j'ai une question quand même sur le plan politique. Le Qatar. On parlait du boycott à l'instant. Le Qatar a réussi son mondial. Disons-le. On peut dire qu'aujourd'hui, tout le monde sait où est le Qatar. C'est une marque mondiale aujourd'hui. C'est vrai que sur le plan diplomatique, on va dire, c'est une réussite. 220 milliards de dollars bien investis ce mondial. Oui, je crois que effectivement les audiences le montrent. Le boycott les tentatives de boycott ont fait long feu. Et d'ailleurs ici en France, est beaucoup exploité par certains élus, par pas mal d'élus, notamment de gauche. Mais au fur et à mesure que les Bleus progressaient dans cette compétition et que la France se prenait au jeu justement de ces Bleus, je crois que voilà, les audiences montrent que les Français ont fait fi de ces préventions, même si évidemment il y avait quand même beaucoup de choses à dire, et ça a été dit sur la question des droits sociaux, la question des droits LGBT, la question de l'environnement bien sûr, mais ça peut-être qu'il fallait se réveiller un petit peu plus tôt, et que dans les années précédant l'attribution ou précédant la Coupe du Monde, on aurait pu l'entendre avant. En tout cas, la compétition, elle s'est parfaitement déroulée, et sur le plan footballistique, avec beaucoup de surprises. Il y a eu du jeu, mais il y a eu aussi la chance, il y a eu aussi, je dirais, la foi, notamment celle des Argentins, qui ont beaucoup de paramètres extrasportifs qui ont joué et qui ont fait que c'était une très très belle compétition. Merci David Revaudalot du Journal du Dimanche. Merci aussi Lionel Rousseau. Merci.